Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir Sébastien Leblond dans le cadre de la Science se livre, qui est une manifestation départementale et qui a pour thématique cette année le monde végétal et nous. Et donc il y a tout un programme dans le 92 avec les sciences à l'honneur. Et la thématique c'est le monde végétal et nous. Et c'est jusqu'au 8 février. À la médiathèque, la conférence qui est maintenant par Sébastien Leblond clôture la manifestation, mais il y a d'autres animations dans le 92 jusqu'au 8 février. Haussmann vous distribue le programme. Voilà, Sébastien Leblond est biologue et je vais vous laisser la parole, Sébastien. Merci beaucoup de m'accueillir. Donc moi je travaille dans un service qui s'appelle l'UMS Patrimoine Naturel et qui dépend de trois structures. L'Office français de la biodiversité, nouvellement créé au mois de janvier, le CNRS et le Muséum d'histoire naturelle. Alors mon travail au quotidien, c'est de travailler sur les bryophytes, on va voir un peu ce terme vers la fin de la présentation, et plus particulièrement sur les mousses, et j'interviens sur des notions soit d'inventaire, soit par rapport à l'herbier, donc de la charge au muséum, soit sur des notions d'une utilisation particulière en relation avec la qualité de l'air. C'est ce sujet-là que je vous fais à la fin. Alors, ma présentation, en fait, elle va être, grosso modo, vous avez trois présentations pour le tribune. Je vais faire un rappel. Alors, je suis déjà désolé, en fait, pour ceux qui auraient déjà assisté à la présentation il y a eu un peu plus d'une semaine, et comme vous êtes beaucoup plus nombreux, je vais la refaire. Donc sur qu'est-ce qu'une mousse, la deuxième, ça sera sur leur relation avec les humains, avec nous. Et puis la dernière, c'est juste quelques diapos pour faire le lien entre les mousses et l'exposition de tableaux Dynamo de l'artiste du coup qui nous entoure. Et bien on est parti si vous êtes prêts. Je vous propose de faire la présentation et puis après de répondre à toutes vos questions. À moins que vous ayez des questions tout de suite, très importantes dans la présentation, et ce qu'on va vous faire la même que on discute. Alors, la première présentation que j'avais faite, c'était de changer, l'objectif c'était de changer le regard, changer votre regard par rapport aux mousses. Celle d'aujourd'hui, elle sera plutôt changer de relation avec les mousses. C'est-à-dire, voilà, comment on peut avoir une relation différente avec ces organismes, avec ces plantes. Alors tout de suite, pour commencer, la mousse, qu'est-ce qu'une mousse? Une mousse, c'est une plante. C'est la partie du groupe des plantes. Donc tout de suite, bien souvenir et bien différencier entre les mousses et les lichens. Souvent on confond. On verra par la suite que même des grandes sociétés confondent les deux. Les mousses sont des plantes, les lichens sont des symbioses entre un champignon et souvent une algue, et sont rangées avec les champignons. Donc ce sont des plantes photosynthétiques. C'est-à-dire qu'elles vont produire leurs nutriments à partir de l'énergie solaire, de l'eau, des sels minéraux et du dioxyde de carbone. Donc en fait, pour produire ça, on y reviendra tout à l'heure, vous avez en haut un exemple de feuilles, en fait de mousse. On va voir des feuilles avec quasiment une seule couche de cellules, donc ça très fine, très fine, et là vous avez des cellules de mousse avec les taches vertes qui sont les chloroplastes, là où se passe la photosynthèse. Et donc, effectivement, on a des feuilles chlorophylliennes, pour celles qui mousses le plus souvent sont fer, mais on a aussi d'autres pigments, et c'est le cas notamment du groupe des sphagnums, que plus couramment on appelle les sphènes, qui sont dans les tourbières. On y reviendra beaucoup au cours de cette présentation, parce que ce sont des habitats des espèces très importantes en lien avec l'homme, et du coup, elles peuvent prendre des couleurs très très différentes de la nature. Ce sont des plantes de petite taille. Ça, c'est l'espèce qui a été décrite en 2015, et c'est une des espèces les plus petites d'Europe, avec des feuilles là, qui sont ici, qui font moins de 0,3 mm. Donc elle a été décrite en fait en Auvergne, sur ce caillou, avec des découvertes sur ce caillou décrites ici, et donc elle a été trouvée en 2015, et donc c'est un genre nouveau pour le monde, et une espèce nouvelle pour le monde. Pour le coup, comme c'est en Auvergne, ils l'ont appelé après le monde, pour ceux qui ont lu la série. Voilà. Ça c'est la plus grande, la plus haute, c'est Dawsonia superba. Là ici on peut atteindre 70 cm de haut, mais là on est plutôt en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Après on peut avoir des... Oui. Il n'y en a pas du tout en Europe de celle-là? Non. Par contre ça, ce que je disais, ça c'est la plus haute.
serait pas forcément la plus longue. C'est-à-dire qu'après, on peut avoir des mousses qui sont beaucoup plus longues, notamment on va avoir des mousses, on dirait tout à l'heure, aquatiques, donc qui restent dans le courant, qui peuvent atteindre cette fois-ci plusieurs mètres, font une scientifique. Et puis après, comme on a vu tout à l'heure, des sphènes qui, on y reviendra peut-être un peu sur des notions de dégradation, peuvent atteindre elles aussi plusieurs mètres, le brin peut atteindre plusieurs mètres. Donc non, celle-là, elle n'est pas. Alors elle ressemble beaucoup à d'autres mousses qu'on trouve très fréquemment en forêt, qui sont de la famille des polytriques. Le polytrique formosum, c'est vraiment l'espèce la plus abondante en forêt, mais le polytrique n'atteindra jamais les 70 cm. Voilà. Mais ça peut pas la même famille. Voilà, ça ressemble un peu. Tout à fait. Voilà, c'est pour ça que je posais la question. Exactement. Alors, l'origine des plantes, on estime que ce sont avec un groupe frère, les hépatiques, on reviendra vraiment à la fin justement avec les tableaux de Nabucco, ce sont des plantes qui sont apparues sur Terre, sur le milieu terrestre, il y a à peu près 440 millions d'années. Ce sont les premières plantes à être sorties du milieu marin et avoir colonisé l'écosystème terrestre. Et puis là, ici, à titre d'exemple, je vous ai mis ce qu'on peut retrouver des fossiles. Donc ça, c'est un fossile qui a été trouvé dans le sud de la France. Et donc lui, il date de 60 millions d'années. Et on voit bien encore la tige avec les feuilles qu'on voit à l'intérieur de la mousse. Et de la même façon, on peut retrouver des mousses aussi dans l'ambre. Et là, du coup, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus tard, puisque c'est-à-dire qu'on a déjà la résine des arbres. Alors, nous, ça peut ressembler, juste, pour ceux qui n'ont jamais eu la curiosité de prendre un brin de mousse, mais en fait, c'est une tige avec des feuilles qui viennent sur la terre. Donc là, ici, ça, c'est une vue du dessus. Donc on a les feuilles qui viennent par rapport à la tige, et là, à nouveau, la tige avec les feuilles. Et ça, c'est un exemple de feuilles. En bas, on a des fins filaments. Ça, ce sont des rhizoïdes, et pas des racines. C'est-à-dire que à la différence de tout le reste des plantes vasculaires, il n'y a pas, les mousses ne vont pas aller dans le sol. Les rhizoïdes lui servent juste à s'ancrer sur le substrat. Mais il n'y a pas du tout la notion de racine qui va pouvoir absorber l'eau et les nutriments comme les autres plantes. Alors, on a deux types de mousses. On a celle qu'on vient de décrire. En fait, cette mousse-là, avec une tige, des feuilles, c'est l'exemple qui est illustré aussi en dessous. On a une tige et des feuilles sur les côtés qu'on voit très bien. Et puis après, on peut aussi avoir ce qu'on va appeler des mousses cette fois-ci ramifiées, c'est-à-dire qui forment des rameaux. Et donc là, on va avoir un brin principal, des brins secondaires, et puis sur le brin principal et le brin secondaire, des toutes petites feuilles. Donc là, ici, les toutes petites feuilles dans la tige, les rameaux secondaires et les toutes petites feuilles qu'on arrive à deviner ici. Par contre, ici, ça c'est la tige, tous les rameaux secondaires et même tertiaires ici, et les feuilles, on ne les voit pas. Elles sont minuscules et appliquées les unes sur les autres. Et en fait, ces deux types de mousses vont avoir des comportements dans la nature un peu différents. La première, qu'on appelle la mousse non ramifiée, elle va essentiellement fabriquer et former des coussins. Donc le coussin va se développer, lui, par contre, en diamètre, en fait, à 3 en diamètre. Or qu'à l'inverse, la mousse ramifiée va plutôt former des tapis, soit des tapis verticaux, comme ici avec des sphènes ou d'autres espèces, ou ici, soit des tapis qui vont plutôt ramper sur le substrat. Alors, ma mousse, je vous ai montré qu'en fait, il y a deux parties au brin de mousse, sur toutes les photos, ce que vous voyez. Donc, il y a cette partie-là, donc toujours, je rappelle, les rhizoïdes, la tige, les feuilles. Cette partie-là, on va l'appeler le gamétophyte. Pourquoi? Parce que c'est lui qui produit, porte les gamètes, c'est-à-dire les cellules reproductrices. D'accord? Et puis en haut, il y a une partie qui est le sporophyte, qui va produire les spores, qui va permettre de faire la reproduction de la mousse. Donc ça, on a deux parties, le gamétophyte et le sporophyte, et après, dans la diversité des mousses, là vous avez un certain nombre d'exemples de sporophytes avec des formes, des couleurs différentes, et ces formes et ces couleurs vont permettre aussi de nous aider à distinguer les différentes espèces les unes avec les autres. Alors comment est-ce qu'elles se reproduisent? En fait, c'est assez simple. On a une spore qui va tomber au sol, qui va donner d'abord de fins filaments. Sur ces fins filaments vont commencer à bourgeonner, et puis va apparaître cette tige avec ses feuilles qu'on va appeler le gamétophyte. Et puis à un moment de la vie de la mousse, il va y avoir développement d'organes sexuels, mâles et femelles,
Et puis à nouveau, à un moment de la vie de la mousse, quand les conditions, notamment d'humidité, sont réunies, eh bien, les parties mâles vont émettre des spermatozoïdes qui vont venir féconder les organismes féminins. Et puis là, après, il y a fécondation et la production du sporophyte. Alors, je ne rentre pas plus loin dedans, mais en fait, ce cycle qui paraît très simple fait qu'au niveau des chromosomes, alors on pourra en parler à la fin pour ceux qui vraiment s'intéressent, c'est vraiment ce cycle-là qui distingue les mousses et les trois autres groupes qu'on a vu tout à l'heure au début du reste des plantes. Alors, à côté de cette reproduction sexuée, on a aussi beaucoup de reproduction asexuée. C'est-à-dire que là, toute une partie d'un brin de mousse peut refaire un nouveau brin de mousse. Donc là, ici, vous avez un exemple, là où la mousse, au bout de ses feuilles, commence à produire des petits organites qui permettent à faire du clonage de la mousse. Après, ici, cette espèce-là, eh bien, ce sont des chercheurs en Suisse qui gèrent l'herbier de Genève, et ils sont amusés à aller chercher un échantillon d'herbier, à prendre une feuille et à le mettre dans des bonnes conditions, et sur cette feuille, eh bien, il y a d'autres petits brins qui commencent à pousser. Alors, on y reviendra juste après, mais ça, cette feuille-là, par exemple, ça faisait 24 ans qu'elle était conservée dans une enveloppe dans l'herbier. C'est-à-dire que la mousse conserve et a des capacités de, alors, ce qu'on appelle reviviscence, c'est-à-dire de revenir à la vie, même si elle n'est pas totalement morte, assez extraordinaire. Alors ça, c'est un autre exemple de reproduction. Alors ça, c'est peut-être plus pour les enfants, justement, pour les intéresser là-dessus. C'est le groupe des sphagnums. Alors c'est un groupe de mousses, où là, ce qu'on voit, c'est essentiellement là, ici, le sporophyte. Voilà, on a le sporophyte, qui est là, ici, et c'est lui qui va porter les spores. Et on voit un sporophyte qui est très haut, très large, en haut, avec des couleurs très importantes. Et en fait, ça c'est lié aux moyens que va développer la mousse pour disséminer ses spores. La plupart des mousses, c'est le vent qui va disséminer les spores. Dans le cas de ce genre-là, elle va utiliser des diptères, c'est-à-dire des insectes. Des feuilles. Et donc ce qui se passe, c'est que c'est une mousse qui pousse, chaque espèce de ce genre-là va pousser sur un excrément d'animal donné. Donc essentiellement en France métropolitaine, c'est sur du crottin de cheval ou du crottin de vache, notamment en milieu acide. Et donc ce qu'il y a, c'est que la mousse, elle va se développer sur une bouse de vache, par exemple. Elle va commencer à émettre des odeurs qui rappellent la bouse de vache. Donc du coup, ça va attirer les insectes. Les insectes sont attirés par l'odeur, sont attirés aussi par la couleur, parce qu'il y a une couleur qu'ils arrivent à connaître, et ils ont suffisamment de place en haut pour se poser. Donc ils viennent se poser, et puis les spores de la mousse sont collants et se collent à l'animal qui va à ce moment aller, entre guillemets, butiner une bouse de vache et déposer comme ça les spores de la mousse. Alors où est-ce qu'elles habitent? C'est ce que j'avais dit la dernière fois, c'est souvent, les mousses c'est tout petit à regarder, et donc souvent vous prenez des loupes pour les observer, donc il suffit de regarder là où vous avez des bryologues, on appelle ça les gens qui étudient les mousses, on n'appelle pas ça des moussologues, des bryologues, et donc les bryologues, il suffit de les regarder, et vous trouverez les mousses forcément à l'autre bout de leurs lunettes. En fait, elles colonisent, elles sont partout les mousses. Et elles colonisent aussi bien depuis le littoral jusqu'aux plus hautes montagnes, depuis l'équateur jusqu'aux déserts les plus froids ou les plus chauds. Par contre, elles vont coloniser le milieu terrestre, le milieu aquatique, mais elles ne colonisent pas le milieu marin. Je vous ai mis ici un exemple de Schistidium maritimum, qui est une des espèces qui arrive à revenir proche de la mer, mais elle n'est pas comme les lichens, où il y a un certain nombre de lichens, pour ceux qui vont en Bretagne, jaunes, qui sont vraiment au ras de l'eau et qui parfois sont recouverts par la marée. Là, la mousse a vraiment perdu cette capacité de résistance par rapport au sel marin. Et après, du coup, on va avoir des mousses qui vont se développer soit comme ici en Islande sur les laves, soit ici en haute montagne, ça c'est dans les Alpes, à plus de 3000 mètres d'altitude.
Et puis après, ce qu'il faut voir, c'est que, grosso modo, derrière le développement des mousses, il y a 4 facteurs qui vont jouer. Donc on va avoir la lumière, la température, l'humidité et le pH, donc l'acidité ou le côté basique du substrat. Et en fonction de ces 4 paramètres, eh bien, chacune des espèces de mousse qui existent à travers le monde va se développer dans un habitat particulier. Alors ce que je n'ai pas dit, c'est que grosso modo, on estime à peu près 15 000 au niveau mondial le nombre de mousses, et on en a un peu plus de 800 espèces en France métropolitaine. Et donc toutes ces espèces de mousses vont se développer dans des milieux très spécifiques. Alors on a quelques mousses qu'on va appeler cosmopolites, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se développer sur à peu près tous les milieux et partout à travers le monde. Mais la plupart des mousses vont choisir des endroits spécifiques. Alors je vous ai montré ça, par exemple cette photo-là, c'est les berges de Seine, juste à côté du diplôme d'Austerlitz. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que là, il y a l'escalier pour monter à partir des berges, et on voit le tapis de mousse qui se développe différemment de part et d'autre de l'escalier. Et ça, c'est pareil, ça tient compte de la nature du substrat. Là, ici, de ce côté-là, c'était que les pierres calcaires qui ont été mises les unes à côté des autres. Alors qu'ici, on a plutôt des pierres un peu plus en meulière, avec un joint en ciment. Et si ce qu'on voit, on a l'impression que c'est un patchwork, c'est uniquement parce que les mousses colonisent la pierre et ne se mettent absolument pas sur le joint en ciment. Et donc là, c'est pareil, si vous allez en Bretagne, vous allez avoir, par exemple, des mousses qui vont pousser exclusivement sur les pierres acides, et puis d'autres sur le joint en ciment, qui lui sera plutôt calcaire ou basique. Oui. Si on les change de support, donc elles ne supportent pas. Alors, c'est pour ça que ça, c'était l'illustration de la trouée, parce qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui essayent de cultiver des mousses dans leur jardin, et donc c'est la notion de transplant, c'est-à-dire je prends des mousses dans leur milieu naturel et je les remets dans leur milieu naturel. C'est ce que j'ai fait. Oui. Voilà. Il ne faut pas aller par exemple en forêt et essayer de prendre des mousses en forêt qui vont aimer longues, qui vont pousser sur l'humus et essayer de les transporter dans son jardin au soleil. Elles ne pousseront pas. Voilà. Il faut respecter ces 4 éléments, et en respectant les 4 éléments qui sont à l'origine de là où elles sont développées la première fois, vous arriverez très bien à faire des beaux jardins de mousses. D'accord. Oui. Elle se développe plutôt en milieu humide, non? Alors elles se développent plutôt en milieu humide, parce qu'elles ont besoin de cette humidité, mais il y a un certain nombre d'espèces qui se développent sur des croûtes dans les déserts. Et donc elles ont une notion de résistance. Pour celles qui poussent vraiment en plein soleil, elles ont une notion de résistance très forte à la perte en eau. Juste ça, c'était par exemple justement un exemple de résistance. Là, alors je suis vraiment désolé pour ceux qui ont assisté à la première présentation, il y a peut-être des redites. Ça, c'est un exemple d'un glacier qui au recul, en fait, au Groenland, donc ça c'est au nord notamment du Canada, et donc le glacier recule et met à nu ce qui recouvrait. Et donc là, les botanistes, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés sur ce terrain-là et puis ils ont fait des carottages. Donc là, on voit le rond du carottage pour voir la végétation qu'il y avait en dessous. Donc ils ont pris la végétation, ils ont commencé à la déterminer et puis ils se sont dit, tiens, on pourrait regarder ce qui se passe. Et donc, ce carottage, ils l'ont mis dans un milieu un peu plus humide, plus chaud, avec quelques éléments nutritifs dans le fond de la boîte de pétri. En fait, c'est ça. Ça, c'est une boîte de pétri. Et ce qui s'est passé, c'est que la mousse, elle est partie. Donc ça, c'est les points que vous avez de la mousse qui est partie. Et en fait, cette mousse, ils ont daté l'âge du glacier, et ça faisait 400 ans qu'elle était sous la glace. Donc on a vu tout à l'heure 24 ans en herbier, donc il y a des bryophytes qui poussent même encore plus loin, longtemps après avoir été stockés. Et là, elle est restée 400 ans sous la glace et elle repart pour la remet dans le bon milieu. Alors après, effectivement, où est-ce qu'on les trouve, les mousses? Soit on va avoir des mousses terrestres, soit des mousses plutôt aquatiques, donc dans plein d'endroits différents. Ça, justement, ça fait partie des tourbières avec les sphaignes. Et puis, on va les trouver dans des milieux soit naturels, soit plutôt anthropisés. Ça, c'est à la sortie, effectivement, d'une fontaine. Et vous allez avoir des mousses semi-aquatiques qui se développent. Et puis, de la même façon, pour les mousses terrestres, vous allez avoir soit des habitats purement, entre guillemets, naturels, soit des habitats anthropiques. Et donc, sur les milieux naturels, vous allez avoir sur le bois vivant, sur le bois mort, sur les feuilles, sur le sol, sur les cailloux.
pas sur tous les milieux, sur tous les substrats, vous allez pouvoir trouver des mousses. Et puis en milieu anthropique, là vous allez trouver à peu près sur tous les matériaux possibles, y compris là sur la ferraille, quand sur du plastique, sur du caoutchouc, sur tous les milieux où vous trouvez des mousses. Alors, quels usages aux mousses? Souvent on se pose la question, quelle utilité ont les mousses? Justement dans l'écosystème, elles ont un rôle dans l'écosystème très important. Le premier, c'est, on l'a vu tout à l'heure, ça peut se développer à peu près partout. Et donc ce sont des espèces pionnières qui vont arriver quand le sol est nu. Par exemple, on a vu tout à l'heure, il y avait des coulées de lave, et là il n'y a rien qui pousse. Par contre, les mousses vont se développer là, les premières, vont commencer à faire des gros tapis, et donc vont former de l'humus. Et en formant de l'humus, là les plantes vasculaires vont pouvoir, il y a des graines qui vont pouvoir commencer à tomber et pouvoir germer. Donc il y a un rôle très important en tant qu'espèce pionnière. Après, elles interviennent aussi beaucoup dans le cycle de l'eau et des éléments, parce qu'elles vont capter les éléments et les redistribuer plus tard, notamment en forêt, identique de manière idem pour l'eau en forêt. C'est aussi des sources, et ce sont des puits de carbone, notamment dans les tourbières. Et puis, c'est aussi un habitat pour les micro-organismes. Et donc là, vous avez un certain nombre de micro-organismes. Ça, c'est le tardigrade. Et puis ici, là, vous allez avoir, soit on peut retrouver dedans, soit des amibes, soit des cyanobactéries, et tout un tas d'autres algues et d'autres micro-organismes. Alors, c'est aussi un refuge pour la faune, en plus des micro-organismes. Alors, il y a un intrus à retrouver dans les diapos. Ça, ce sont en fait les trois images que vous avez là. Ce sont donc, ça c'est un faste, ça c'est une menthe religieuse, et ça c'est une grenouille, qui s'appelle la grenouille mousse. Et en fait, elles, ce sont des animaux qui vont imiter la mousse, ou plus précisément pour les deux premières, là ça va imiter des hépatiques, donc on y revient juste à la fin, c'est un groupe cousin ou frère quasiment très, très proche des mousses. Et donc, elles se développent en imitant le substrat dans lequel elles vivent. Ça ici, c'est un insecte qui, lui, à l'inverse, se colle pour se dissimuler, soit d'autres insectes, donc là sur sa carapace, là, il s'est collé des fourmis, et puis il se colle aussi, un peu comme peut le faire le crabe avec certaines anémones, mais lui il se colle des hépatiques et des mousses vivantes qui vont continuer à se développer sur sa carapace. Ça, l'intrus, pour ceux qui l'ont retrouvé, c'était ça. C'est des hommes qui se sont cachés à l'intérieur. Et ça, c'est une procession qui a lieu chaque année en Espagne pour commémorer une victoire qu'ils ont faite sur les morts, où ils sont allés en fait libérer un château en se cachant dans la forêt, en se recouvrant de mousse. Et du coup, depuis chaque année, ils font ça. L'autre refuge pour la faune, c'est le cas par exemple de certains petits passereaux et de mammifères qui les utilisent pour confectionner leur terrier. Là ici vous avez l'exemple du troglodyte mignon, qui est cet oiseau-là, avec ce petit-là. Et en fait son nid est toujours constitué exclusivement de mousse. Dernièrement, il y a des ornithologues qui sont en Pologne, qui ont regardé les mésanges bleus, charbonnières et nonettes, et ils se sont aperçus que ces oiseaux-là étaient capables de distinguer différentes espèces de mousses. C'est-à-dire qu'elles utilisent des mousses pour leur nid, mais elles sont capables, en fonction de leurs besoins, d'aller chercher des mousses différentes et de rechercher la même mousse si elles ont besoin d'un besoin spécifique. Voilà ce que je voulais vous dire sur la première partie. Est-ce que vous avez des questions? Alors là, du coup, c'est plus cette fois-ci de partir de la relation entre les mousses et les hommes. On a vu que ça avait un rôle important pour l'écosystème. Oui. Alors j'avais une question. Est-ce qu'on a fait des études justement par rapport à la capacité aux mousses de revivre au bout de tant et tant d'années? On a fait des études là-dessus Non, pas spécifiquement. Non. Sur la capacité de stockage des mousses et de revivre. Oui, pour essayer de savoir pourquoi et de l'adapter à d'autres choses. Ça se fait. Oui. Mais c'est pas. Il y aura un ou deux laboratoires qui font plus la recherche là-dessus, et pas plus. Oui,
pas plus. C'est pas vraiment le domaine de recherche le plus poussé actuellement. Alors là, je vous ai mis un article de 1837 paru dans ce livre-là, dans le dictionnaire pittoresque d'histoire naturelle, et qui liste à la lettre M, au pour les mousses, un peu tous leurs usages à l'époque. Et donc là, il parle de la médecine, de l'agriculteur, de l'industriel, et puis de l'emballeur de poussins, qui utilisent ces mousses, effectivement, au quotidien dans leur travail. Alors, je vais faire une petite liste, et vous discuter juste quelques usages, en fait, au quotidien. On peut faire des mousses. Eh ben, les plus anciennes traces qu'on va avoir, ça va être notamment, par exemple, pour protection d'outils. Au temps de l'homme préhistorique, eh ben, vous avez notamment cette espèce-là qui a été retrouvée, et on suppose qu'elle venait emballer, en fait, pour protéger la main, l'outil qui était utilisé. Après, par la suite, on a des traces dans le calfatage des embarcations, dans la marine. C'est-à-dire qu'on a les planches qui sont mises sur les côtés, et pour faire le joint et empêcher l'eau de pénétrer, eh ben, on a utilisé des filaments de mousse qu'on a en tortille. Dans l'habitat, depuis très longtemps, confection de matelas, d'habits. Dans l'objet de la vie quotidienne, dans les mèches de lampe. Et puis là, c'est le combustible. Vous avez l'exemple ici, c'est le chauffage et le carburant. Et donc là, on va être à nouveau aussi avec les tourbes dans les tourbières et l'exploitation qui ont lieu depuis très très longtemps, y compris soit pour du chauffage individuel, soit à plus grande échelle pour produire de la chaleur ou de l'énergie. Au niveau de la construction, à nouveau, tout à l'heure on avait le calfatage, et là cette fois-ci c'est le calfeutrage des habitations. Et donc ça c'est des exemples, quand on a des rondins, des maisons en rondins, pour vraiment qu'il n'y ait pas d'espace dans le joint, et souvent on met des mousses. Là c'est le cas, c'est pareil, c'est fait. Ça c'est pareil, en Islande, beaucoup de tourbières, et donc là les maisons, ça c'est une ferme un peu touristique, parce que c'est un des derniers ensembles de maisons qui existent en Islande sur ce type de construction, et donc les maisons sont construites avec des fragments, des carrés de tour, en fait, des briques de tour. Et puis à l'heure actuelle, par contre, de la même façon, alors c'est en limite entre de la décoration et puis des vrais usages, on a à nouveau, nous aussi, des murs qui sont couverts de mousse et qui sont spécifiquement couverts de mousse. Donc ça, c'est le siège social de Scania. Tous les panneaux que vous voyez ici ont été spécifiquement recouverts de mousse vivante qui va continuer à se développer. Ça, c'est la mairie de Reykjavik. Et c'est pareil, ils ont construit tout un pan de mur, donc tout le tour de la mairie est fait avec de la pierre volcanique recouverte de mousse. Alors, si on utilise la mousse sur les murs, on se dit pourquoi ne pas l'utiliser sur les toits. Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on a développé les toitures végétalisées. Les toitures végétalisées, ça a un impact important pour l'environnement, sauf que souvent, ce qu'on plante, c'est du sédum, et il arrive que le sédum meure et soit remplacé par la mousse. Donc il y a un certain nombre de personnes qui se sont dit, si c'est pour que le sédum meure et soit remplacé par la mousse, pourquoi est-ce qu'on n'attaque pas directement par la mousse? Et donc ils ont réussi à développer des tapis de mousse. Et donc ils commercialisent des tapis de mousse, donc c'est exactement comme pour le gazon, pour les terrains de foot. Ils ont réussi à faire de la mousse sur du géotextile et ils l'étalent exactement comme on le fait maintenant sur le gazon avec les terrains de foot. Donc il y a trois types de tapis de mousse. De la mousse qui pousse en plein soleil, de la mousse qui pousse à l'ombre et des hépatiques. Et puis là, vous voyez bien, on voit bien les grands traits de tapis qui ont été faits, et vous là, vous pouvez ça aussi. D'autres utilisations à l'usage commercial, c'est un impact important, c'est sur la notion de stabilisation et de restauration des sols. On a vu tout à l'heure notamment que c'était des expériences pionnières, et ça c'était une entreprise qui travaille en Bretagne, et voilà, et sur certaines landes, notamment après des naufrages de pétrolier ou l'autre, ils faisaient des mélanges de mousse avec d'autres plantes vasculaires à pousse très rapide pour étendre sur le terrain, et donc ça c'est de la recolonisation, c'est-à-dire que le sol était nu et artificiellement ils sont venus mettre des mousses pour stabiliser que le terrain ne se rate pas. L'autre, alors ça c'est tout nouveau,
Ça, c'est les nouvelles débouchés. C'est l'université de Cambridge qui se lance là-dedans. C'est produire de l'électricité à partir des mousses. Alors ça, voilà, ça c'est l'exemple qu'ils ont commencé à produire. C'est une table de chevet, et le tapis de mousse arrive à produire l'électricité nécessaire pour la lampe. Alors comment est-ce que ça se fait? En fait, c'est la mousse, ici, est mise dans des petits bocaux, avec du substrat en dessous. La mousse produit ses nutriments avec la photosynthèse. Il y a quand même des gradations, il y a un certain nombre d'éléments dans le sol qui sont repris par les bactéries, dégradés, et ça produit de l'énergie. Ça produit derrière des électrons qui sont repris, captés, et ça produit l'énergie nécessaire pour alimenter la lampe. Alors, est-ce que dans quelques années on aura des grands champs de mousse pour l'électricité? On verra bien l'avenir. L'autre usage important, c'est l'horticulture. Alors, soit en agriculture en tant qu'engrais, soit en plus, dans quelques pays comme les États-Unis, on met de la mousse dans son terrain pour capter un certain nombre de contaminants qui pourraient être présents dans le sol, des métaux et un peu trop d'azote. Nous, sinon, souvent, ce qu'on utilise, c'est la tourbe. Pareil, vous avez un exemple qu'on met dans son jardin. Alors, la tourbe, c'est ce qui est issu, ce qu'on a dit tout à l'heure, des tourbières. Par contre, ce qui est issu, qui vient des sphènes, c'est ce qu'on appelle la tourbe blonde. En fait, il y a 3 types de tourbes en fonction des végétaux qui ont produit cette tourbe. Et ce qui produit la tourbe blonde, c'est les sphènes, donc ce sont des mousses. Et donc là, on va utiliser soit la tourbe pour rempoter ces plantes, soit pour travailler tout ce qui est avec des orchidées, où là, on va surtout retenir la propriété de ces mousses de capter beaucoup d'eau et de retenir énormément d'eau. Donc ça, c'est un tuteur d'orchidées qui est en train de pousser. Et puis après, on va les avoir dans les propositions florales. Ça, c'est très à la mode. C'est un arbre japonais qui n'est pas très vieux, en fait, qui s'appelle le kokedama, et qui consiste à faire pousser une plante à l'intérieur d'une boule d'argile qui est recouverte de mousse. Juste au passage, le principe japonais du vrai kokedama, c'est que la mousse qui recouvre la boule d'argile est vivante. Et vous occupez aussi bien de la mousse que de la plante. Alors, la dérivée européenne et ce qui a été beaucoup vendu en France, c'est qu'en fait, on vous vend la même chose que ça, mais sauf qu'on vous dit surtout vous arrosez pas l'extérieur parce que c'est de la mousse qui a été tuée, qui a été recolorée artificiellement, et voilà. Et le vrai kokedama utilise des mousses vivantes. Pareil, de la même façon, ça, on a de plus en plus ces petits terrariums qu'on utilise en intérieur. Alors, au passage, dans ce petit terrarium, souvent, on a à peu près toujours le même type de mousse. C'est cette mousse-là, le Leucoprium leucome, qui forme des très beaux coussins, comme ça, jaunes. Ce sont des espèces qui appartiennent à ce qu'on appelle au niveau européen à la directive Habitat Faune Flore. C'est-à-dire qu'au niveau européen, on essaie de protéger des espèces et des habitats. Et ça, c'est une espèce qui est sur l'annexe 5, où on dit ce qui serait bien, c'est de faire attention à la commercialisation. N'allez pas priver n'importe quoi. Et il se trouve qu'effectivement, de plus en plus, on utilise cette mousse-là, mais sauf qu'il n'y a pas de réglementation sur la collecte en France. Donc les gens vont en forêt, vont piller les forêts, et vendent ça après à Rungis ou autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a des gros coussins, très gros coussins de leucoprium, ça peut mettre 100 ans. Un gros coussin comme ça, et on arrive à en trouver en forêt tout autour de France, ça peut mettre 100 ans à pousser. Et en quelques instants, on peut l'enlever. Au passage, ça, ces coussins-là, alors nous en France, on reste qu'avec des noms latins pour nos espèces. Au Québec, ils ont essayé de donner un nom à chaque mousse, et cette espèce-là, ça s'appelle le coussin de belle-mère. Parce qu'en fait, c'est une mousse qui est bien verte, qui est pétante, et en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est la hauteur de mousse, là on voit bien le texteur, et elle est gorgée d'eau. Et donc on invite sa belle-mère à s'asseoir, et en fait derrière, elle a fait soutenue. Donc ça, c'est le nom de la mousse, en fait, au Québec. Pareil sur les sphènes, rappelez que, effectivement, les sphènes, ça vient des tourbières. En France, toutes nos tourbières sont protégées. Et du coup, en fait, toutes les sphènes qu'on a ici, qu'on a, ou la tourbe, ça c'est l'exploitation de la tourbe, viennent d'autres pays, comme le Chili, comme la Russie, où on est peut-être moins regardant sur la manière d'extraire les mousses. Alors, donc aussi d'essayer, quand on a vraiment besoin de mousse, de regarder l'origine
de ces échantillons. Horticulture, ben après c'est le cas justement notamment du Japon, où là on va avoir des jardins de mousse. Et donc là c'est un des jardins les plus connus, qui lui contient 120 espèces de mousse. Et donc là, dans ce jardin-là, ce que font les gens, donc là il n'y a que des mousses, et ils viennent, alors excepté là ici où il y a quelques fougères en plus qui poussent, mais sinon ils viennent enlever les brins d'herbe qui viendraient pousser à l'intérieur du tapis de mousse. D'accord ? Et puis, cet amour que peuvent avoir les Japonais de la mousse se retrouve notamment ici dans leur hymne national. Donc ça, vous avez un extrait, c'est un poème, c'est l'hymne japonais qui a été choisi depuis 1990. Et ça, c'est un poème qui date du 9e siècle, et où on fait référence notamment aux mousses. Donc dans l'hymne japonais, on fait référence aux mousses. Le jour où dans la Marseillaise, il y aura des mousses. On verra. Ça, j'ai mis ça, voilà, c'est justement pour distinguer entre les Japonais qui vont avoir un amour de la mousse. Là, la dame, elle est vraiment en train d'enlever justement toutes les plantes, tous les brins d'herbe qui pourraient pousser au milieu du tapis de mousse, alors que là, ben, il va y avoir son alter ego qui lui va être en train d'enlever toutes les mousses à l'intérieur du tapis d'herbe. L'autre utilisation, c'est l'aquariophilie, ou notamment aussi pour les terrariums. Donc là, ici, vous avez un certain nombre d'espèces de mousses là, qui sont vendues dans le commerce. Alors vous ne savez pas forcément que c'est des mousses, mais il y en a beaucoup dans les aquariums. Voilà. L'autre volet, alors là on se rapproche un peu plus à nouveau de nous, c'est la consommation. Alors là, les mousses ne sont pas consommées. En fait. On n'a pas de traces depuis l'homme de Néandertal, parce que ça nous arrive de retrouver, en fait, on entendait là dernièrement, des mâchoires d'hommes préhistoriques, et de retrouver des petits bouts de mousse coincés entre les dents ou des choses comme ça. Mais dans les analyses qui sont faites, on se dit que c'est pour d'autres utilisations, comme pour aussi ici. En fait, on n'a pas de trace de consommation proprement dite des mousses. Donc les mousses ne sont pas consommées par les animaux, quasiment pas, à part juste ce qu'on disait tout à l'heure, le sporophyte. Quand il fait très froid en hiver, c'est une source d'énergie pour les petits mammifères, mais sinon les mousses ne sont pas consommées. Les singes, les grands animaux ne consomment pas non plus les mousses. L'homme ne consomme pas la mousse. Et donc là, c'est Otzi, c'est une momie qui a été retrouvée à la frontière entre l'Italie et l'Autriche il y a quelques années, et qui date de moins de 3250 ans. Et donc, dans ses intestins, on a trouvé 6 espèces de mousses. Dernièrement, on est monté à 75 espèces de mousses entre ce qu'on a trouvé dans ses intestins, sur sa peau, sur ses habits et au pied vraiment de la momie. On en a 75 espèces de mousses. Et donc ces espèces-là qu'on a trouvées dans son intestin, dans ce tube digestif, on pense plutôt que c'est une agitation accidentelle. Les mousses étaient là soit pour envelopper ou nettoyer les aliments qu'il avait, soit comme ustensile, soit comme pansement parce qu'il avait une plaie à la main, soit pour purifier l'eau quand il voulait boire. Mais on n'a pas de trace vraiment de consommation. Alors là où il y a une relation avec la consommation, c'est plutôt sur la conservation des aliments. On revient à nouveau sur nos tourbières et les sphènes, depuis très très longtemps, quand il y a à peu près une température de 20 degrés à l'extérieur, et bien à l'intérieur de la tourbière, et bien avec du fait de l'acidité des mousses, du fait de l'absence d'oxygène, et bien on peut se retrouver comme si on était dans un réfrigérateur. Et donc là, c'est des exemples où, en Irlande, on a retrouvé jusqu'à maintenant à peu près 400 bottes de beurre. Alors à l'époque, celle-là, on se demande quand même si ce n'était pas sur des notions d'offrande, mais celle-là, elle fait quand même 10 kilos et elle a plus de 2000 ans. Et le beurre est encore, alors il faut faire des essais de consommation, mais le beurre sera encore consommable. On trouve beaucoup de ça. Alors à l'heure actuelle, on trouve, notamment dans un certain nombre de pays comme l'Islande, ils conservent encore le saumon à l'intérieur des saumons. Oui. Est-ce qu'on
sa composition, est-ce que si on la lingère, est-ce que ce serait nocif? Non. Non. Non, il n'y a pas de notion de toxicité de la mousse, mais du coup, il n'y a pas, je pense qu'on ne digérerait pas. On n'aurait pas les bactéries suffisantes pour digérer la mousse. Mais il n'y aura pas en consommant de la mousse, non, c'est pas mal. Oui. Oui. Est-ce que les coussins de mousse que l'on trouve sur les toits endommagent leur support? Parce qu'on fait toujours de l'émoussage, est-ce que c'est nécessaire? Alors, tout dépend. Alors, ma réponse je vais faire une réponse à la normande. Les mousses n'abîment pas votre toiture. C'est-à-dire qu'à la différence des lichens qui pourraient produire ce qu'on appelle des acides licheniques qui vont attaquer le substrat, les mousses ne dégradent pas du tout le substrat. Par contre, c'est ce qu'on a vu là tout à l'heure, ça va être des éponges qui sont posées en permanence sur votre toiture, et ce sont des éponges qui sont gorgées de micro-organismes. Donc à côté de ça, vous avez du bois avec la toiture. Voilà, ça va être cette notion de j'ai des insectes, j'ai l'humidité en permanence. Donc si vous l'enlevez, c'est à cause de ça et pas parce que la mousse en elle-même va dégrader votre toiture. Voilà, c'est plus un dégât secondaire. Pas directement. Alors l'autre utilisation, c'est en médecine. Alors deux utilisations, soit dans la pharmacopée chinoise et amérindienne d'Amérique du Nord. Et bien là notamment, par exemple, vous avez des exemples de vente sur le marché de cette espèce-là, qui est le Rhodobrynium giganteum. Donc ça, c'est deux marchés en Chine, où la mousse est vendue. Là, on la perd ici, dans ce tapis-là, et là, ici, elle est dans les 3 sachets-là. Et cette mousse-là est utilisée pour régler les problèmes sur les désordres nerveux et les problèmes cardiovasculaires. À l'heure actuelle, effectivement, il y a eu beaucoup d'études faites par les laboratoires pharmaceutiques pour travailler sur les plantes vasculaires, et de plus en plus maintenant, ils commencent à étudier mousse et hépatique. En médecine, on utilise aussi beaucoup, ça c'était pendant notamment la Grande Guerre, en pansement. Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'effectivement, la sphaigne était capable de retenir beaucoup d'eau. Certaines sphènes sont capables de retenir jusqu'à 12 ou 20 fois leur poids sec en quantité d'eau. Et donc on les utilisait en pansement, emballés comme ça ici dans le tissu. Et ça c'était vraiment un truc, une photo prise liée à ce qui se faisait en hôpital. Si on dit qu'on est capable d'avoir une utilisation effectivement en pansement, et derrière on va aussi penser en protection féminine, très rapidement. Et donc, les premières traces dateraient des hommes préhistoriques. On a retrouvé dans certaines grottes des rouleaux de mousse, et l'hypothèse la plus forte pour ces rouleaux de mousse, c'est qu'ils les utilisaient en tant que tampons. Après, par la suite, dès 1650, on a mentionné cette espèce-là, la Cachytétion brutalilobe, comme rôle hémostatique, comme dans la protection féminine. Ça, on a des écrits. Ça, après, on va utiliser les sphènes, notamment ça pendant la Première Guerre mondiale, pareil, comme protection féminine, dans le serviette. Et puis, après, pour ceux qui se souviennent, Vanier arrive en 1994, et puis dit, nous, on va mettre des sphènes dans nos serviettes périodiques, et c'est la première fois que ça se fait. Alors qu'on s'aperçoit que depuis, en fait, le préhistorique, on le faisait. Pour ceux qui ne se souviennent plus, Dans la nature, Vanier a découvert une plante si absorbante qu'elle aide à réguler le niveau des eaux. Cette plante, c'est la sphaigne. La nouvelle Vanétra contient de la sphaigne. Comparons la sphaigne à une autre matière absorbante. Versons l'équivalent d'une jaune grêle et posons-le sur la sphaigne de Vanétra. Regardez, tout est absorbé, diffusé, capté. Et l'influx de Vanétra est tellement mince. Vivez en toute liberté avec la nouvelle Vanétra. Un système d'absorption unique au monde dans une serviette ultra mince. Donc voilà, c'était juste pour vous rappeler, pour ceux qui ont oublié, qu'effectivement,
Bon, du coup, depuis, ils ont arrêté avec les sons. C'est vrai. Alors, autre utilisation, là on est plus sur les décorations intérieures, et bien de plus en plus, ce qui est étonnant, hein, parce que on continue à vouloir toujours enlever la mousse de notre gazon, et dans le même temps, on rentre de plus en plus la mousse à l'intérieur de notre maison. Parce que ça nous fait penser à la forêt, ça nous fait penser à être bien. Alors elle rentre sous différentes manières. De plus en plus, on a comme ça des tableaux. Elle rentre des tableaux. Alors les tableaux, le problème c'est que ce sont des mousses qui sont mortes. Donc ce sont des mousses stabilisées. C'est-à-dire que on prend la mousse, on la dessèche, on la met après dans du glycérol, donc une espèce un peu comme de la cire, qui va rentrer dans la mousse et qui va la stabiliser sa couleur. Et après vous faites des grands tableaux comme ça, ou des grands tags comme ça, mais les mousses sont mortes. De la même façon, avec des mousses séchées, il y a tout un ensemble de décorations qui se fait notamment au moment de Noël. Là, de plus en plus aussi, en bijouterie, on commence à avoir des bijoux. Voilà, là c'est des boucles d'oreilles avec des brins de mousse. Et puis, il y a des tapis. Donc ça, c'est une société qui fabrique des tapis. Alors cette fois-ci, là, c'est en laine, mais c'est des tapis pour sortir du bain et pouvoir mettre ses pieds comme si on était dans la forêt sur des tapis de mousse. Là, c'est pareil, c'était un défilé de mode où le tapis de mousse en laine fait 54 mètres, je crois, de long. Et c'est pour rappeler la mousse. Alors ça, c'était à l'intérieur. À l'extérieur, là, on va plutôt travailler sur la mousse vivante. Et donc, en art, on va avoir tout ce qui est tag en ce moment, à côté de tout ce qui peut être sculpture aussi. Alors, tout ce qui est tag, soit en plus, on va avoir deux techniques ici de tags différents qui vont être j'ai mon motif et je viens coller des coussins de mousse déjà vivants, ou alors l'autre ici, c'est je fais un espèce de broyat de mousse. Et comme je me souviens que n'importe quel bout de mousse peut ordonner un autre, et ben je viens peindre ça sur mon substrat et j'espère qu'avec le temps, de nouvelles mousses vont se développer. Ça, c'est pareil, c'est la SNCF qui, sur la station Bel Air, sur la ligne 6, a fait tout un tas pour représenter la station avec des mousses. Là, à l'inverse, c'est un artiste qui utilise des grands murs avec des tapis de mousse. Et puis au Karcher, il vient faire l'œuvre au milieu du tapis de mousse. Donc là, cette fois-ci, c'est l'inverse, c'est que je retire la mousse. Et puis ça, voilà, ça c'est un exemple de tag avec la mousse, et la mousse qui peut nous donner une relation avec la qualité de l'air. Donc ça, c'est la dernière partie de ma présentation. Un peu plus en relation avec justement ce que je fais au quotidien. Donc ce qu'on a vu, c'est que les mousses, c'était des plantes non vasculaires et qui n'ont pas de racines. Donc en fait, l'eau et toute leur nourriture, elles vont l'attraper de la pluie et l'eau va rentrer directement à l'intérieur des feuilles et des tiges. Et donc en même temps que l'eau, eh bien, la mousse va retenir à peu près tout ce qu'il y a comme contaminant dans l'atmosphère. Et donc on va pouvoir utiliser la mousse pour avoir une information sur l'atmosphère ou la rivière pour les mousses aquatiques. Alors, deux utilisations. La première, c'est ce qu'on va appeler la phytorémédiation. C'est la dépollution. Alors, deux exemples de ce qui commence à se développer, c'est, on sait que les mousses, du coup, peuvent capter et retenir efficacement un certain nombre de polluants atmosphériques et des particules. Ben donc, du coup, ça c'est à Stuttgart, ils ont mis des grands panneaux de mousse à côté d'une route pour dépolluer et que l'air passe à travers la mousse et les polluants soient captés par la mousse. De la même façon, c'est ce qu'ils ont commencé à développer. Donc ça a été, il y en a un qui a été installé à Paris pendant un certain temps comme test. Et donc c'est Ski Tree. Donc c'est un mur de mousse qui est alimenté en eau par des pompes qui sont elles-mêmes alimentées par des panneaux solaires qui sont au sommet. Et donc ça va capter des particules fines et de l'azote présent dans l'air. Quand on a mis les mousses là, le long de la rue, est-ce qu'elles meurent les mousses ou est-ce qu'elles subsistent malgré? Non, alors du coup ils essaient de prendre des mousses qui sont quand même vraiment résistantes aux contaminants atmosphériques là-dessus. Après, la question qui se pose, c'est qu'effectivement, une fois que ça va avoir piégé, ça va avoir piégé pour combien de temps? Et qu'est-ce qu'on fait de la mousse? Ça, pour le moment, c'est dans les études, ça c'est pas réglé en fait. Donc qu'est-ce qu'on en fait après? Ça, c'est un autre exemple. C'est Goodyear qui l'a fait en 2018.
comme prototype. Et donc ce qu'ils ont travaillé, c'est un pneu. Alors le pneu en lui-même, il est déjà fait en pneu recyclé. Et au centre, c'est de la mousse. Donc c'est un hydroxychloroquine, c'est vraiment une banalité qu'on va retrouver un peu partout. Et donc le principe, c'est de maintenir en vie des coussins de mousse à l'intérieur du pneu pour que la mousse transforme le CO2 émis par la voiture en oxygène. D'accord ? Alors, ils sont tellement forts que, en fait, dans les démonstrations, c'est pour ça que ça paraît vert fluo. C'est vrai que l'hypnome, ça n'a pas une belle couleur. Donc, en fait, ce qu'ils m'ont montré dans les démonstrations, c'est des lichens, en fait. Donc là, si vous regardez de près, ce que vous voyez là, ici, ça, c'est des lichens. Mais dans la vraie vie, leur test, c'est sur la mousse. Mais eux, ils utilisent justement des lichens en essayant que ça passe inaperçu pour faire de belles photos. Alors, l'autre utilisation, c'est la biosurveillance. Alors ça, c'est une définition, vous n'avez pas besoin de lire. C'est le fait d'utiliser des organismes vivants, le côté biologique, pour surveiller l'écosystème. Alors là, on va pouvoir deux approches. C'est soit on fait du passif, c'est-à-dire que je vais dans la nature, je prélève des tapis de mousse et je regarde ce qui se passe. Soit c'est plutôt de l'actif, c'est-à-dire que je prends des tapis de mousse et je vais les mettre là où j'ai envie d'étudier. On appelle le transport. Encore ? Ah, bon, ça va. Alors, juste pour la biosurveillance, donc on a deux techniques différentes. Soit on travaille avec des situs, soit transportés. Et puis la dernière, nous, on va distinguer 5 concepts dans la biosurveillance. Le premier, c'est ce qu'on va appeler des biomarqueurs, c'est-à-dire que les contaminants atmosphériques ou autres vont avoir un impact sur les cellules de mon organisme. Donc ça va casser son ADN, ça va détruire les membranes. Et c'est ça qu'on va regarder. Le deuxième, c'est au niveau de l'individu. C'est-à-dire que là, on va commencer à avoir un impact, mais par exemple, ça va commencer à faire des tâches. Alors on utilise par exemple pour un certain nombre de polluants des pétunias. C'est ce qu'on appelle les hydrocarbures aromatiques polycycliques, ce sont des composés un peu organiques. Et bien, quand ils sont présents dans l'air, ça doit faire des tâches sur vos pétunias si elles sont mises dans une terrasse. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est planter des pétunias, regarder les pétunias et voir les tâches apparaître. Et là, on sait que ce composé-là est présent dans l'air. L'autre, c'est avec les biointégrateurs, c'est le fait que une espèce apparaisse ou disparaisse en fonction des contaminants présents dans le milieu. Et puis le dernier, cette fois-ci, il n'y a pas d'effet des contaminants sur l'individu en lui-même. Et là, cette fois-ci, ce qu'on va regarder, c'est l'accumulation des contaminants dans cet individu-là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme espèce sur les mousses? On peut les utiliser en espèces indicatrices d'habitat. Alors ça, c'est un exemple un peu particulier, parce que c'est vrai que nous, on ne l'utilise pas forcément, mais dans la vie quotidienne, ça peut un jour vous servir. C'est que, par exemple, cette espèce-là, Funaria ecometrica, elle pousse beaucoup, et préférentiellement, sur ce qu'on va appeler des places à feu. C'est-à-dire là où avant, il y a eu un feu qui a été fait, et où il reste du charbon de bois. Donc là, on le voit bien ici, donc là, on la voit se développer au milieu du charbon de bois. Ça, c'est l'exemple de la forêt de Sénart. En fait, elle a brûlé en 2006, et juste quelques mois après, tout ce que vous voyez orange comme ça, là, c'est les sporophytes de la mousse qui se sont développés, et en fait, elle a colonisé partout. Et donc, si vous allez en forêt, que vous savez reconnaître cette espèce-là, et que vous voyez d'un seul coup des grands tapis, et bien vous êtes capable de vous dire, il y a quelques années, il y a des gens qui sont venus là, qui ont fait un barbecue, qui ont fait un feu. Alors, après, du coup, on peut aller plus loin sur cette indicatrice de métaux, d'habitat. Et par exemple là, on va avoir des espèces qui sont indicatrices de la teneur en métaux du substrat. Donc ces deux espèces-là, elles vont se développer sur des milieux très riches en cuivre. Donc quand vous allez les voir, vous savez que derrière, le sol est riche dans cet élément-là. Celui-là, et on le retrouve dans son nom, c'est Dithrychum plumicola, elle va pousser le sol riche en plomb. Et donc, elle, on la retrouve dans 4 ou 5 sites en France, il y en a en Bretagne et un plus dans les Pyrénées, et elle pousse vraiment
à des endroits où on trouve du plomb dans le sol. On les utilise aussi justement dans les agences de l'eau sur les indices macrophytes en rivière. C'est-à-dire que pour connaître la qualité de l'eau, on va se promener le long de la rivière et on va relever toutes les espèces de végétaux présents. On a des listes à retrouver, on a 245 taxons à retrouver, et en fonction du nombre de taxons qu'on va retrouver dans cette liste, on va donner une note à la qualité de la rivière. Et dans cette liste de 245 taxons, on a 49 biophytes qui sont utilisés justement pour donner une information sur la qualité de la rivière. Celle-là elle est intéressante, alors j'ai oublié d'en parler tout à l'heure aussi dans les usages. Il y a beaucoup d'usages où c'était dans les latrines en fait. On l'a utilisé beaucoup au Moyen-Âge ou autre. On retrouve des grosses quantités de mousse dans les latrines, et donc on suppose que les gens les utilisaient dans les châteaux comme papier toilette. Et donc ça, c'est dans une des mairies en Autriche, ils ont fait des fouilles archéologiques et ils ont retrouvé les latrines. Et donc il y a une grosse quantité de mousse de latrines qui a été exploitée, et ils ont prélevé finement chacun des échantillons dans ces latrines et ils les ont analysés. Pour le moment, ils ont analysé que 38 échantillons sur la totalité, donc ça fait 15% des échantillons qui ont été sortis de ces latrines, et ils ont déjà retrouvé 28 espèces. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est de se dire, les gens, s'ils utilisaient les mousses comme papier toilette, ils ne sont pas allés les chercher très loin, ils les ont cherchés juste autour de là où on se trouve. Et donc ils ont fait l'inventaire de l'endroit où ils se trouvent, et à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'espèces qu'on ne retrouve pas. Et donc, ce qu'on a pu voir en fonction de l'écologie des espèces qu'on trouvait à l'époque et qu'on ne trouve plus, c'est que les valeurs de température étaient plus faibles à l'époque et qu'on avait un climat plus humide et moins continental. Et grâce à ça, on met aussi en évidence des changements climatiques de température entre le XVIIe siècle et maintenant, en fouillant les toilettes. L'autre utilisation, c'est ce qu'on va appeler le système. En fait, ce qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est notre grain de mousse, il n'est pas tout seul. Il y a plein de micro-organismes présents à la surface. Et ce qu'on va étudier, c'est de regarder les relations entre les groupes de micro-organismes qu'on va trouver dans les mousses. Et donc ça, c'est une étude qui a été faite sur un tapis de mousse qu'on a mis à différents endroits. Et on a regardé l'impact du cuivre et de l'azote sur les relations entre les différents micro-organismes. Donc ces relations, ça peut être le fait de manger l'autre, le fait de vivre avec l'autre, d'entrer en compétition, et les métaux présents dans l'air peuvent perturber toutes ces relations entre les micro-organismes. Le dernier utilisation, c'est, on l'a vu tout à l'heure, les mousses peuvent efficacement capturer les contaminants atmosphériques. Donc elles vont efficacement capturer les particules ou des éléments qu'on va appeler solubles, donc qui peuvent être présents dans l'eau. Et donc là, on va pouvoir utiliser les mousses pour analyser énormément d'éléments différents, donc soit des éléments chimiques, des métaux, des radioéléments, des composés organiques comme les pesticides, les médicaments, ou des particules comme les pollens ou les microplastiques. Et puis ça, on va pouvoir le faire soit dans les mousses terrestres, on va les prélever, soit dans les mousses aquatiques, pour avoir la qualité des rivières, et puis on peut aussi le faire, ça se développe, dans les herbiers, en remontant justement dans des échantillons qui ont 200 ans et de voir l'évolution depuis 200 ans de tous ces contaminants. Alors, je vais faire plutôt plein de discours. Les polluants, une fois émis dans l'air, peuvent être transportés sur de longues distances et, en se déposant au sol, contaminer les écosystèmes que l'on surveille pour suivre les effets de ces polluants. C'est le principe de la biosurveillance. Les mousses, par exemple, qui n'ont pas de système racinaire, absorbent directement les éléments présents dans l'air. Elles sont donc de bons capteurs des polluants atmosphériques. Le dispositif BRAM est un dispositif français de biosurveillance spécialisé dans les retombées atmosphériques métalliques à partir de mousses terrestres. Son objectif
cartographier et suivre l'évolution des niveaux de polluants métalliques à l'échelle métropolitaine. Depuis 1996, les campagnes sont réalisées tous les 5 ans sur environ 500 sites de collecte en France. Les échantillons de mousse sont prélevés au sol, ou sur du bois mort, en milieu rural et forestier, sous couvert arboré. Un échantillon est constitué de 5 à 10 fragments de tapis de mousse, collectés sur une surface d'environ 2500 m². 5 différentes espèces de mousse sont nécessaires pour échantillonner tout le territoire. Les échantillons sont ensuite envoyés au laboratoire où ils sont préparés. Les débris de feuilles et d'autres espèces de mousse présentes sont éliminés du prélèvement, qui est ensuite séché et broyé. Enfin, un laboratoire spécialisé analyse différents éléments métalliques présents dans les échantillons. Brown fournit ainsi des séries de données sur les dépôts de polluants métalliques sur l'ensemble du territoire. En complément d'autres réseaux de suivi des contaminants atmosphériques, il permet d'identifier des zones à risque pour la santé humaine ou celle des écosystèmes. Le dispositif BRAM s'intègre également dans un programme européen de suivi des métaux dans les mousses, piloté par les Nations Unies. Financé par l'ADEME, BRAM est coordonné par le Muséum national d'histoire naturelle. Donc ça c'était, voilà, pour faire une petite pause et vous présenter, ça c'est ce que, au quotidien, avec d'autres collègues du muséum, sur lequel le dispositif sur lequel on travaille. Et donc ce dispositif, effectivement, donc on a à peu près 450 sites de collecte tous les 5 ans. Et puis ça nous permet quoi comme objectif de pouvoir caractériser les sources de contamination. Donc ça c'est les cartes de concentration en 3 éléments, ici le cuivre, là le plomb et le mercure, qu'on a pu mesurer à partir de nos mousses. Et de voir les zones plus potentiellement contaminées que les autres. On peut voir sur l'ensemble du territoire. Alors ces données-là, elles peuvent servir à quoi? Elles peuvent servir à pouvoir, là on a des débouchés en fait, là des gens avec qui on travaille pour exploiter nos résultats, et donc soit pour regarder des risques sur les écosystèmes, notamment via l'étude de l'azote, soit sur des risques par rapport à la santé humaine. Et donc là c'est des travaux qu'on mène avec l'INSERM pour voir s'il y a une relation entre les concentrations qu'on obtient et des risques épidémiologiques sur les personnes. L'autre volet qui permet d'être suivi, c'est de voir le suivi temporel. Et donc l'évolution temporelle des concentrations qu'on va trouver dans les mousses, est-ce qu'il explique et il permet de justifier les politiques et les actions que les amènent par rapport à la pollution atmosphérique. Alors ça c'est l'exemple du plomb au niveau de l'ensemble du programme européen, donc en 1996 et en 2010. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est les mêmes gammes de couleurs et que l'ensemble de la carte va plutôt vers le vert. À part, c'est un certain nombre de pays plutôt d'Europe de l'Est. Et je vous expliquerai juste après. Donc ça, c'est l'évolution temporelle depuis 1996, 2000, 2006, 2011 en France. Donc ça, je ne vais pas vous expliquer tout le graphique, juste voir le point qui représente la moyenne en fait de nos 450 sites en France. Et ce qu'on voit, c'est que la concentration en plomb, dans le temps, diminue très fortement en France. L'autre graphique, par contre, qui est à côté, c'est la France, réglementairement, doit suivre ce qu'elle émet dans l'atmosphère. Et donc ça, c'est le CITEPA, c'est l'organisme qui le fait, et ça, c'est les émissions en plomb, en tonnes, qui a eu lieu en France. Donc là, ici, on a 90, 95, 2000, et à partir de là, ce qui est présenté, c'est chaque année. Et donc, on a une disparition de la quantité de plomb émis en France, dans l'air, en fait, très importante, entre 90 et 2000, avec cette barre rouge qui disparaît totalement. Et cette barre rouge, en fait, c'est les transports, et c'est l'arrêt du plomb dans l'essence. Et donc, en fait, ce qu'on voit bien, c'est que l'arrêt du plomb dans l'essence a un vrai impact sur les écosystèmes, et nous, on arrive à bien le mettre en évidence avec une réelle diminution de la concentration de plomb dans nos mousses. Donc ça permet de juger, grâce aux mousses, les actions qui sont menées au niveau réglementaire.
Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Alors je vous ai juste mis là, pour ceux qui s'intéressent, quelques livres à lire. Ça c'est un PDF que vous pouvez retrouver, j'en ai quelques exemplaires ici. Ça c'est un livre, si vous voulez commencer à vous lancer dans l'étude des mousses, assez simple. Et celui-là, c'est pour si vous maîtrisez l'anglais. Par contre, c'est un livre qui est totalement libre de droit sur Internet et qui va vous dire tout ce que vous avez à savoir sur les mousses. Oui. Est-ce que des mousses peuvent vivre sans lumière? Non. Non, elles ne vont pas vivre sans lumière. Il n'y a qu'une espèce qui n'a pas du tout de chlorophylle, mais ça on va l'oublier. Alors par contre, il y a, alors je ne l'ai pas montré là, mais je l'avais montré la dernière fois, il y a des mousses qui par exemple, c'est une espèce qui s'appelle le Schistostegea pennata, qui est une espèce qui va pousser plutôt dans les terriers. Et quand elle est sous forme de protonymie, si vous vous souvenez du cycle de reproduction, non, je ne sais pas si c'est si vous vous souvenez du cycle de reproduction, il y a un moment où il y a les fins filaments, juste après le spore, et bien ces protonémas-là sont luminescents. C'est-à-dire qu'au fond de la caverne, ils sont remplis de tout petits miroirs comme les yeux d'un chat, et ça va refléter la lumière pour que la plante puisse avoir la lumière de l'extérieur. Donc on peut avoir des mousses dans les cavernes via des mécanismes comme ça. Alors au passage, c'est justement parce que ça s'appelle le Schistostegea pennata et via cette relation à la lumière que l'artiste que je mets là, Akira, a appelé normalement une partie de ce qu'il avait fait Schistostegea dans sa présentation de la fin. Comme outil de la radioactivité, est-ce que les mousses peuvent constituer la radioactivité? Alors les mousses, nous on a fait sur 2 campagnes, on l'a pas fait dernièrement, mais on avait posé le 16e 137. Donc les mousses captent pareil la radioactivité et peuvent être informatrices. L'IRSN, qui est l'organisme qui doit surveiller les niveaux de radioactivité dans l'environnement, utilise parmi les indicateurs des mousses pour connaître les taux de radioactivité dans l'environnement. Donc c'est aussi utilisé. Je voudrais savoir, en centimètres, il y a beaucoup de schémas qui, je m'imagine, étaient grossis, mais juste pour avoir une idée, par exemple, sur le schéma de cycle de reproduction, c'est combien la taille en centimètres de la... Ça varie. Ça varie. Ça va de quelques centimètres, quelques millimètres, à plusieurs dizaines de centimètres. Tout à l'heure, on parlait du polytrichum, qui sont les grandes espèces, ça va à 10-15 centimètres, à peu près. Ça va en fonction des espèces. Il y a une très grande différence. Pas d'autres questions? Bon. Alors, sinon, j'avais juste ça. Je ne sais pas si ça... Beaucoup de gens ont regardé l'exposition d'Akira. Alors sinon, voilà, je ne voulais pas trop compliquer les choses. Il y a juste 2 minutes alors, je vous explique juste ça. Donc tout à l'heure, je vous ai présenté les mousses. D'accord? Nous, en fait, on parle de bryophytes. Les bryophytes, c'est un nom pour regrouper ces 3 groupes de plantes-là. Les anthocérotes, qui sont illustrés ici, les mousses, dont on a parlé pendant presque 1 heure, et puis les hépatiques. Les hépatiques, c'est ces plantes-là ici. D'accord? Et donc, je ne vous décrirai pas pourquoi est-ce qu'on les groupe toutes les 3, c'est trop compliqué. Mais juste se souvenir que des hépatiques, on en a partout aussi. On en rencontre partout. On ne sait pas forcément que ce sont des hépatiques, on les confond, ce sont souvent aussi avec des pieds, justement. Les hépatiques, on va avoir 2 types d'hépatiques. Des hépatiques à feuilles, où aussi on va avoir une tige avec des feuilles qui vont venir sur la tige, et des hépatiques à thalles, qui sont un peu comme les algues, une grande lame verte. Donc voilà un certain nombre de photos de ces hépatiques. Donc là ici on a les hépatiques à thalles, vertes, et là ici les hépatiques à feuilles, avec des feuilles comme on va dans les milieux tropicaux. Ça c'est
le brin d'hépatique, et ça c'est un extrait d'une des feuilles, on a du mal à voir là-dessus. Ça c'est pareil, c'est le tapis hépatique, et ça c'est une des feuilles. Et bien, ces hépatiques, on va les retrouver partout, notamment sur celle-là, dès que vous allez avoir des allées un peu gravillonnées. Si vous allez par exemple chez un horticulteur, vous allez chez Truffaut, au rayon là où ils vendent tous les arbres un peu dehors, au pied de tous les arbres, vous allez avoir ces hépatiques-là, ce que vous allez voir ici. Et bien, parmi les hépatiques, il y a une des hépatiques particulières qui s'appelle le Martokia polymorpha, qui est peut-être l'espèce la plus commune en France. Et donc du coup, cette hépatique, elle est là. Et puis, à un moment, elle aussi, elle veut faire de la reproduction. Et donc, on va avoir deux organismes qui vont sortir différents. Un organisme qui va être ici pour les femelles, et ça, c'est un organisme pour les mâles. Donc nous, souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on dit que ça, c'est un parapluie qui est ouvert, et ça, c'est un parapluie où il y a toutes les baleines du parapluie, en fait. Oui. Par exemple, la seconde photo, là, dans la colonne de sélection, voilà. Les dimensions réelles, s'il vous plaît. Le sporofite qui va faire 1 centimètre. Le tal, vous le voyez, là, il fait quelques millimètres et il est au sol. D'accord? Et donc là, c'est pareil, c'est le tal, avec là ici. Et en fait, ça, c'est des parapluies qui protègent les organes sexués. Et en fait, les organes sexués sont en dessous du parapluie. Et donc, ce qu'on avait tout à l'heure, notre sporophyte pour la mousse, si vous vous souvenez, ben ça, il est là. Ça, c'est le sporophyte, en fait, de cette hépatite-là. Et donc, ce qu'on voit là, ici, partout, et bien, si vous les regardez, alors il faudrait regarder, on va aller voir là, c'est ce qui est représenté ici. Donc ça, c'est l'hépatique avec ce fameux chapeau. Là, vous la retrouvez sur cette œuvre-là, sur cette œuvre-là, sur celle-là, et puis sur l'autre ici, ceux qui sont de ce côté-là, ben, on retrouve bien la même structure qu'on a là ici. Donc en fait, partout, là, il a présenté cette hépatique-là, et c'est ça qu'il a présenté, c'est ça qu'on voit, en fait, sur ces tableaux. Vous avez ça, c'est le tableau qui est à l'extérieur, et donc on retrouve bien ça et ça. Le mimétisme de son. Voilà, c'est juste